Je m'attendais à avoir des pouces rouges dans ma dernière vidéo. Alors à ce point-là. Alors évidemment, on va revenir un petit peu sur cette vidéo et un petit peu sur ce sujet en fait de manière générale. Parce que sur la dernière vidéo, bon, pouce rouge, pouce bleu, je trouve que c'est à chacun d'émettre son avis. Et tant mieux, hein, que ce soit aussi libre, parce qu'aussi, bah, du coup, je vois les sujets qui sont plus touchy ou pas, les sujets qu'on doit peut-être réaborder ou non. Bref, en soi, on s'en fout. Mais ce que je trouve intéressant, c'est plutôt l'argumentaire et le fond finalement des commentaires. Et lors de la précédente vidéo, donc sur Raoult et le fait qu'il pousse à la vaccination, qu'il soit favorable, pardon, à la vaccination, eh bien ça a amené toute une série de personnes plus étranges les unes que les autres. Alors, petit disclaimer, heureusement dans ces personnes, il y en a qui sont capables de se remettre en question. Et honnêtement, c'est vraiment cool parce que du coup, on a des échanges intéressants justement. Et comme je l'ai toujours dit, moi, avoir des personnes qui ont des avis différents en face de moi avec un argumentaire, ça m'a jamais dérangé. Ça m'a jamais dérangé d'avoir des visions différentes. Au contraire, ça permet un peu d'éprouver sa manière de voir les choses et d'éprouver ses informations et de voir si elles sont bien vérifiées et bien solides, quoi. Mais là, entre ceux qui n'ont pas du tout regardé la vidéo mais juste lu le titre et puis commenté, entre ceux qui carrément disent que, en fait, quoi qu'il arrive, leur opinion passe avant celle de tous les autres, en fait, bref, c'était assez sportif, hein, c'était assez sportif. Et donc du coup, je me suis dit, je suis tombé sur cet article qui revient un petit peu sur je veux dire, légendes urbaines autour de la vaccination, du Covid, etc. Et j'ai trouvé ça assez important d'en parler, hein, pour un peu éclaircir. Et moi-même, il y avait parfois des réponses que j'ai données qui étaient un petit peu floues parce que j'avais pas forcément toutes les informations. Et cet article est très complet, donc on va revenir en long et en large dessus. Et comme ça aussi, ça me permettra de ne pas revenir sur ces commentaires dans les commentaires de la semaine, parce qu'il y en a eu beaucoup et qu'au final, j'ai pas envie que le commentaire de cette semaine soit que sur cette vidéo-là. Donc, allons-y, c'est parti. Ça fera un peu office aussi de réponse. Civitas, je suppose que ça se dit comme ça, cette association de catholiques intégristes qui désinforme sur la pandémie pour tenter de rallier des personnes à sa cause. C'est un article de la RTBF. Faki, c'est tout, il me semble, hein, c'est une série d'articles qu'ils font sur des fake news. Non, je dis des fake news, c'est pas vrai. Sur des nouvelles, et ils analysent si c'est vrai ou faux sur des informations qui sont données. Bref. Des affiches et des autocollants de Kivita se sont multipliés dans l'espace public en France et en Belgique pour dénoncer une dictature sanitaire. Dans des tracts distribués chez nous, l'association catholique d'extrême droite empile les éléments de désinformation pour tenter de rallier des personnes à sa cause. Analyse du contenu et décryptage des motivations du mouvement Kivitas. Ce que je trouve, c'est pour ça que je souligne aussi cet article, ce que je trouve intéressant, c'est que pour une fois, entre guillemets, on met en avant des intégristes religieux, mais pas forcément musulmans. Pour une fois, ce sont des catholiques. Alors oui, de temps en temps, ça pop comme ça, genre sur l'avortement, sur le sexe, etc. Enfin, sur les trucs papaux, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus large. Alors bien sûr, comme vous le voyez, c'est une branche d'extrême droite, hein, c'est important à souligner, ça ne représente pas forcément eh bien, la religion catholique, mais c'est justement important d'avoir conscience qu'il y a je pense, hein, dans chaque groupe de personnes, que ce soit des religions, que ce soit des idéologies, que ce soit autre chose même, hein, il y a toujours des personnes qui vont être extrémistes. Et je veux dire, par exemple, dans les laïcs, hein, on peut parler de l'extrême droite, qui parfois s'estime, il y en a qui s'estiment laïcs dedans, et qui vont pourtant aller zigouiller des gens qu'ils estiment être d'une opinion dangereuse pour eux. Bref,
Des visuels de l'association catholique Civitas, qui s'affichent comme étant la voix du pays réel, sont apparus dans différentes communes de Belgique. Il y a d'abord eu des affiches et des autocollants pour dénoncer ce qui est appelé une dictature sanitaire, mais aussi une tyrannie démocratique, faisant référence à la gestion de la crise du coronavirus par les politiques. Alors, pour parler de dictature sanitaire et de tyrannie démocratique, on va bientôt reparler, c'est juste une parenthèse que je fais, on va bientôt, je crois, je vais essayer de le faire, parler de la démocratie, notamment avec les élections qui viennent. On va analyser tout ça, je compte aller vraiment en profondeur et essayer de voir un petit peu avec vous, puisque vous savez que moi je suis pas professionnel, mais justement en tant que en tant que méconnaisseur, on va dire, enfin, je m'estime pas, pas connaisseur, hein, quand je vois les connaissances, par exemple, d'Acropolis, de Jean Massier. C'est clair que la politique, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et du coup, on va étudier un petit peu, je me suis dit, je ferai une série de vidéos sur la démocratie, que ce soit en France ou en Belgique, puisque l'année prochaine, c'est les élections en France, et en 2024, je crois, c'est 2024-2025, c'est la Belgique, donc on parlera de tout ça. Bref, le visuel met en avant la figure de Bill Gates, patron de Microsoft et cible numéro 1 des théories complotistes. Mais élément plus surprenant, les autres acteurs présents sur les affiches placardées en Belgique sont des responsables politiques français. Le président Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Jean Castex, l'ancien et l'actuel Premier ministre, ainsi qu'Agnès Buzyn et Olivier Véran, l'ancienne et l'actuel ministre de la Santé. Donc, ce genre d'affiche avec Civitas, avec un cœur et une croix catholique, hein. Alors, je trouve ça très marrant de mettre un cœur avec une croix comme ça. Déjà, ça ressemble à la Holy Grenade dans Worms. Je sais pas, je trouve que ça a un air un petit peu... Si vous avez joué à Worms Armageddon, vous savez de quoi je parle. Mais à côté de ça, c'est assez marrant parce que ici, il faut pas croire... Si je pense sincèrement que des personnes qui placardent ce genre d'affiches... Alors, je pense que les personnes plutôt qui sont à la base de l'idée de ce genre d'affiches sont parfois des personnes manipulatrices, etc. En tout cas, les personnes qui dirigent ce genre de, je vais dire, de groupuscules sont souvent des personnes qui essayent de manipuler des opinions. Et c'est d'ailleurs très triste parce que du coup, ceux qui placardent justement les personnes qui suivent ces mouvements, eh bien, ne sont pas forcément manipulatrices, mais elles ont tellement confiance en la personne qui dirige le groupe que, eh bien, ils remettent pas en question finalement le fond de tout ça. Ou alors ils le remettent en question, mais sous leur point de vue. Bref. Des flyers formatés pour la Belgique. Plus récemment, des copies de flyers de Civitas ont été envoyées à la rédaction de la RTBF. Des internautes se posaient des questions concernant le contenu de ces dépliants distribués dans le centre de Bruxelles. Le visuel de la première page reprend les codes des affiches préalablement placardées dans certaines communes belges, mais il est cette fois adapté et les personnalités politiques françaises laissent leur place à des politiciens de chez nous. Sur ce triptyque, Bill Gates occupe toujours le haut de l'affiche, mais il est cette fois accompagné par Annelies Verlinden, ministre de l'Intérieur, CDNV. Donc CDNV, c'est droite. Sophie Wilmès, ancienne première ministre MR, droite aussi. Alexander De Croo, Premier ministre OpenVLD, droite centre-droit. Frank Vandenbroek, ministre fédéral de la Santé, Vooruit. Vooruit, c'est la nouvelle SPA, donc gauche. Et enfin, Charles Michel, président du Conseil européen, MR, donc droite. Voilà. Je rappelle que tout ça, c'est juste pour situer, hein, pour que vous ayez en tête qui est qui. Sous ces personnalités, un titre accrocheur, la face masquée du coronavirus, accompagné de sous-titres, une étape vers la tyrannie du gouvernement mondial. On y trouve aussi une invitation à souscrire à un abonnement pour la revue de Civitas et la fin de l'argumentaire contenu dans la page 2 sur lequel nous allons revenir. 30 € pour les non-adhérents, donc les 4 numéros pour seulement 30 €, donc ça fait combien 7,50 € le numéro, putain, c'est cher. Après, c'est cher de faire une revue, mais quand même, quoi. 25 € pour les adhérents, 50 € pour soutenir la rédaction. C'est-à-dire quoi, ça? Comment ça? Sur Internet pour les étrangers. Ok. Ok. Bon,
Je vous cache pas qu'il vaut mieux ne pas s'abonner et laisser les journalistes s'abonner pour vous et qu'ils analysent. Sur cette autre face, on retrouve un argumentaire reprenant des codes, parfois coronasceptiques, ailleurs totalement conspirationnistes. Il y a notamment la dénonciation de ce qui est appelé la tyrannie du gouvernement mondial, en référence à la théorie du nouvel ordre mondial qui avance que différents événements qui se produisent dans le monde, comme la pandémie de Covid-19, seraient orchestrés par un groupe d'individus agissant dans l'ombre pour mettre en place un projet totalitaire. Alors, moi je pense que, sincèrement, hein, je pense que si par le passé personne n'y est arrivé dans le monde, hein, je veux dire dans l'histoire du monde, ça va être très dur d'y arriver sans en tout cas qu'il y ait des accords entre les différentes populations. Or aujourd'hui par exemple, entre un Chinois et un Européen, il y a énormément de différences, par exemple. Déjà les Chinois sont 1000 fois plus nombreux que nous, que nous Européens je veux dire, mais en plus il y a des différences culturelles majeures, et aussi non seulement culturelles mais aussi politiques et de pensée. Donc je veux dire, enfin c'est très compliqué de faire disons que en fait ça c'est en histoire qu'on l'avait vu, c'est pour faire en fait même si tu es un dictateur, il faut l'adhésion de la population en fait pour pouvoir exercer. Tu peux pas juste être dictateur et puis juste ne pas, enfin juste s'en aller le peuple et dire rien à foutre du peuple, de toute façon j'ai pas besoin d'eux en fait. Ça marche pas parce que un mec tout seul qui se dit dictateur n'est pas dictateur en fait. Il est juste tout seul quoi. Et donc par exemple Hitler a eu beaucoup d'appui en fait au début de la guerre, et au fur et à mesure qu'il perdait, il a perdu des appuis, que ce soit dans son armée ou autre. Et du coup c'est encore ce qui a accéléré sa chute, c'est un des éléments. Et en fait du coup moi ça m'a toujours paru assez absurde. Si ce n'est que, voilà, si vraiment je vais voir un nouvel ordre mondial, ce serait un truc, genre, on va dire, que ce soit plutôt des aliens qui prennent possession de la Terre et qui, là, font un ordre mondial par la peur ou que sais-je. Mais il y a, je vois, enfin, aujourd'hui, il y a tellement de personnes aussi qui ont des intérêts personnels, parce que, et je crois que c'est pour ça que ça va être très compliqué. Enfin, je crois que c'est pour ça que ce serait impossible de faire un président du monde, par exemple. Ça me semble vraiment impossible. Parce que il y a trop de différences de modes de pensée dans le monde, en fait. Alors peut-être dans des milliers d'années, ça sera peut-être possible, ça j'en sais rien. Mais là, maintenant, sérieusement, même si c'est, allez, je sais pas, même, allez, disons une centaine de gars, hein, juste ça, euh, il y aura forcément, enfin je sais pas, il y aura forcément un moment donné en fait où ils vont se tirer la grappe. Donc je sais pas, moi j'ai beaucoup de mal avec ce concept de nouvel ordre mondial, personnellement. Et aussi un truc que j'ai vu beaucoup pour appuyer cet argument dans les commentaires sous la précédente vidéo, c'était quand je disais que le vaccin avait été développé très rapidement, parce que j'avais lu que notamment eh bien, à cause du SRAS-CoV-3, il me semble, hein, si je dis pas de conneries, je me trompe peut-être, mais donc le Covid de 2003, eh bien, ils avaient commencé à développer un vaccin, et ils ont arrêté le développement quand en fait l'infection, l'épidémie, pardon, à l'époque c'était une épidémie, en Chine, s'est éteinte. Parce qu'elle s'est éteinte d'elle-même. Alors est-ce que c'est parce que le virus a muté d'une façon... ça je crois... Je sais pas s'il y a des recherches sur le sujet, je sais pas si il y a des virologues qui me suivent et qui connaissent la réponse. Mais en tout cas, ça s'est éteint, et du coup ils n'ont pas eu besoin de continuer le développement du vaccin. On va pas commencer à faire des vaccins pour tout et pour rien alors qu'on n'en a pas l'utilité. C'est effectivement absurde. Sans compter que, évidemment, que les firmes pharmaceutiques, quand elles développent un vaccin ou développent un médicament, elles payent pour le développement, et elles vont pas payer à perte pour un truc qui ne sera pas utilisé, ça n'a aucun sens. Et il y en a qui me disaient, ah mais du coup, s'il y a le SRAS-CoV en 2003, tu veux dire qu'ils ont donc tout prévu depuis 2003, et que du coup celui de 19... Mais en fait pas du tout. Non mais genre pas du tout.
C'est pas du tout ce que j'ai lu en tout cas. C'est juste qu'en fait, ils ont commencé le développement et il était du coup dans un stade très avancé et puis la maladie s'est éteinte et ils se sont dit bon bah ok, le développement est avancé mais on va tout foutre de côté et on va se concentrer sur d'autres développements de médicaments parce que celui-là il est un peu maintenant il a décliné quoi. Et du coup, maintenant, avec le Covid-19, ils ont repris en fait simplement le développement qu'ils avaient mis en pause, ils ont repris les dossiers qu'ils avaient mis de côté et ils se sont dit, bon bah ok, bah maintenant on reprend ces dossiers et plutôt que de partir de zéro, en fait, on va continuer sur ces recherches. Et notamment, c'est comme ça qu'est sorti aussi rapidement le vaccin avec l'ARN messager. Et il faut aussi compter, bien sûr, hein, que c'est un des paramètres, et l'autre paramètre, c'est que la science avance énormément. Donc, c'est le rapprochement que je faisais quand j'ai été voir en 2003, par exemple, les appareils photo faisaient leur apparition sur les téléphones portables. Mais quand je vous parle des téléphones portables, c'est les téléphones à clapet. D'accord. Seulement, j'avais regardé un peu des chiffres comme ça, mais seulement 700 millions de personnes avaient accès à Internet sur 7 milliards d'êtres humains. Donc ça fait, je ne sais plus faire de calcul parce que je suis stupide, bien sûr. Ça fait 10%. Ça fait 10% de la population qui avait accès à Internet. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, je sais pas quels sont les chiffres, j'ai oublié de regarder, c'est débile. Mais aujourd'hui, on doit être à plusieurs milliards, si pas... enfin voilà, on parle de connecter tout le monde grâce à des satellites. Donc on a la 4G, on a bientôt la 5G. On a la 3G au minimum. Enfin bon bref, c'est assez fou quand même, le développement qu'on a. La découverte de l'ADN, c'était il y a 30 ou 40 ans. Enfin voilà, donc en fait la recherche a extrêmement évolué. Et aussi, là on a fait face à une pandémie, littéralement. Et on a mis, je veux dire, je mets des gros guillemets, mais tous les scientifiques sur le coup, quoi. C'était le truc à avoir. Donc au lieu d'avoir comme des vaccins, je veux dire classiques, hein, pour des maladies tropicales ou autres, mais dans des pays qui n'ont malheureusement pas beaucoup de moyens et donc on se presse pas forcément peut-être dans la recherche. Non, ça c'est moi qui présuppose, j'en sais rien. Ne prenez pas ça pour argent comptant, pour le coup. Mais voilà, pour des raisons ou d'autres, je sais pas combien il y a de scientifiques, mais proportionnellement, on avait peut-être, je sais pas moi, 200%, 300, 400% de scientifiques en plus par rapport aux recherches qui sont habituelles. Donc évidemment, les développements ont avancé à une vitesse incroyable. Surtout qu'on disait c'est frimonie quoi, là c'est bon, vous mettez le paquet, on vous achète l'équipement que vous voulez, ok. Donc il faut bien prendre ça en considération et bien comprendre que quand même si ça paraît incroyable, et ça c'est Alexandre Astier qui le disait, ça peut paraître incroyable, ce qui s'est... Enfin voilà, lui il parlait des fusées, de la Lune, du fait qu'on ait marché sur la Lune et tout, mais je crois que ça peut vraiment s'appliquer à tout, même si ça paraît incroyable, justement, même si ça paraît presque impossible, tellement c'est incroyable, c'est pas pour autant que on l'a pas fait en fait. Et il faut bien comprendre qu'il y a une époque où on pensait qu'on ne pourrait jamais voler, et aujourd'hui, bon, aller prendre l'avion pour aller quelque part ne nous étonne pas du tout, quoi. On est en mode, ok, tranquille. Bref, voilà, tout ça pour dire que il faut faire quand même attention avec ces théories de nouvel ordre mondial, parce que honnêtement, c'est pas... Voilà, encore une fois, je le dis, en fait, c'est pas impossible. Et c'est là-dessus que jouent beaucoup, notamment, je vais dire, les personnes qui tentent de manipuler, c'est que c'est pas impossible. Et c'est comme, voilà, c'est comme plein de concepts, en fait, qui ne sont pas impossibles, mais euh, disons que là, vraiment, les preuves manquent énormément, les preuves qui montrent que c'est vrai manquent, et on profite du fait qu'il y ait une chance sur je ne sais pas combien que ça puisse se produire pour dire eh ben donc c'est que ça se produit. Mais non, c'est pas parce que vous avez une chance sur des milliards que ça se produise que ça se produit. Voilà. Bien sûr, je souligne que tout ça est mon opinion et je vous invite à mettre en commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si vous voulez discuter, c'est avec grand plaisir. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va rentrer dans le debunk en fait, de tout ce qu'ils disent, et vous allez voir que ça va vraiment dans tous les domaines, c'est assez intéressant. Voici quelques autres points clés de l'argumentaire que nous avons décortiqué. Le nombre de morts est surestimé par les médias et le gouvernement.
Le nombre de morts liés au Covid-19 n'est pas surestimé par les médias et les gouvernements. En fait, ces chiffres sont même globalement sous-estimés, comme l'indique l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi une étude de l'Institute for Health Metrics and Evaluation, qui est une référence en matière de données chiffrées sur la pandémie. Donc ça, c'est clair que moi, je l'ai lu un peu partout, effectivement. C'est pas du tout surestimé, on le sait que c'est sous-estimé parce que, en fait, le Covid ne tue pas. D'accord? C'est pas le Covid qui tue. Alors, je sais plus si aujourd'hui c'est vrai, ça d'ailleurs. C'est parce que c'était au début de la pandémie qu'on disait ça, mais je sais pas si aujourd'hui c'est toujours vrai. Peut-être que le Covid tue. Mais en tout cas, on disait au début de la pandémie, ça je m'en rappelle parce que ça m'avait frappé, c'est qu'en fait, c'est des maladies sous-jacentes en fait qui tuent. Un peu comme le sida, ce n'est pas le sida qui tue, mais c'est le fait qu'ils détruisent tes globules blancs et ton système immunitaire, pardon, et qu'en fait, du coup, comme t'as pas de système immunitaire, si t'as un rhume, tu meurs. Eh bien, avec le Covid, c'est un peu la même chose. Même si maintenant, avec les recherches qui ont évolué, je suis pas tout à fait sûr que ce que je dis est encore vrai. Mais du coup, en fait, on sait que, et ça c'est sûr, que c'est sous-estimé parce qu'il y a plein de gens qui ont chopé d'autres maladies en parallèle du Covid et qui en sont morts. Et du coup, on n'a pas forcément détecté le Covid parce que, rappelez-vous du début, c'était la panique totale. Donc on sait que les chiffres sont sous-évalués et la preuve en est quand on compare les morts par mois ou dans l'année, vous verrez qu'effectivement il y a eu beaucoup plus de morts cette année et l'année passée que les autres années. L'inventeur du test PCR, Kary Mullis, prix Nobel, a dit lui-même que ces tests ne peuvent pas du tout détecter des virus infectieux. Comme l'a démontré l'AFP, la déclaration attribuée au créateur du test PCR, Kary Mullis, selon laquelle le test ne fonctionne pas pour détecter un virus, provient d'une phrase sortie de son contexte, dans laquelle le Nobel faisait spécifiquement référence au VIH. Et ça, faut faire hyper gaffe. Je l'ai encore vu il y a pas longtemps. Merde, comment il s'appelle encore C'est un ministre français qui a pris une déclaration et c'est extrêmement drôle sur Twitter. Je sais pas si je vais la retrouver. Mais il a pris une déclaration et il l'a pas prise en entier. Et du coup, il a eu l'air un tout petit peu con. Parce que... est-ce que c'était là? Non, je sais plus où c'était. Je crois que c'est... je crois que je sais qu'il avait retweeté. Mais du coup... du coup, c'est assez drôle. Bah, parce qu'il s'est ridiculisé. Parce que comme il n'avait pas pris la citation en entier, eh bien... Et bien du coup, il aurait dû la lire parce que ça contredisait, la citation en entier l'insultait en fait par rapport à son propos. Alors je vais essayer de vous retrouver ça vite fait, si je la retrouve. Ça c'est le problème avec les gens qui sont très actifs sur les réseaux sociaux. Et j'ai envie de pleurer. Pourquoi je n'ai pas cherché ça avant? Non, je vais peut-être pas le trouver. 10 juillet, ouais non, ça me paraît compliqué. Bon, tant pis, c'est pas grave. Mais bref, si j'arrive à le retrouver, je vous le mettrai en commentaire. Le président, alors c'est ici, oui, le président de la Tanzanie a fait analyser des échantillons de papaye et de chèvre qui ont été déclarés positifs par les laboratoires. Cette affirmation est douteuse car elle ne repose sur aucune preuve. Il n'est par exemple pas clair quel type de test a été utilisé pour faire ces analyses. Par ailleurs, comme l'explique Corrective, un média de fact-checking allemand, les tests PCR ont été développés pour détecter le virus chez l'homme et ne sont pas faits pour une utilisation sur des animaux ou des produits. Et en effet, si vous utilisez notamment des produits acides, vous allez voir cet après-midi, on va en parler, c'est extrêmement drôle. Si vous utilisez des produits acides, les tests PCR peuvent être faussés et donner un positif en fait. Donc si vous prenez par exemple une orange et que vous le mettez sur un test du jus d'orange sur un test PCR, du ketchup ou un truc du style, mais je crois que c'est seulement avec les tests rapides, eh bien il devient positif. Mais ça, c'est juste dû en fait à la réaction chimique, je pense. Hein, on y reviendra cet après-midi, hein, mais de ce que j'ai lu, c'est juste dû à la réaction chimique. Et c'est un peu absurde de comparer ça parce que c'est un peu comme si. Je sais pas, vous essayez de... Bon, l'analogie va être merdique, mais que vous enclenchiez le frein à main dans une voiture et que vous essayiez de rouler avec, et que vous disiez, ah ben non, vous voyez, on peut pas rouler parce que, voilà, la voiture ne bouge pas, donc une voiture ne roule pas.
Bah non, vous venez de mettre le frein à main, donc forcément, elle ne va pas rouler. Donc en fait, tout ça pour dire que ne pas utiliser selon les recommandations un produit, évidemment que forcément, vous allez avoir des résultats qui ne sont pas concluants. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que forcément les résultats seront concluants. Je pense notamment aux arnaqueurs qui tentent de vendre des fameuses thérapies. Là, j'ai vu la thérapie quantique là sur la tronche en biais il n'y a pas longtemps. Voilà, eux aussi, à chaque fois, ils disent « Mais non, c'est que vous l'avez mal fait ». Bon, il y a des limites à ça. Hein. Il faut évidemment que des laboratoires indépendants puissent vérifier hein, la fiabilité des recherches. Et il faut savoir que le Covid, c'est probablement l'une des recherches qui est la plus surveillée. Mais c'est logique, en fait. Mais même dans, je veux dire, dans notre monde qui est capitaliste, c'est tout à fait logique. Parce qu'il suffit de regarder à quel point les Russes font en sorte de décrédibiliser les vaccins européens pour voir à quel point c'est primordial. Hein. Si on voyait la moindre faille dans quoi que ce soit, regardez AstraZeneca comme ils se sont fait exploser quand on s'est rendu compte que finalement leur vaccin était moins efficace que celui de Pfizer et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus d'effets secondaires, etc., etc. Regardez à quel point les politiciens en ont profité pour exploser ce vaccin-là. Ça montre bien, en fait, qu'il y a une rivalité, mais parce qu'en fait, même économiquement, ça a un sens. Politiquement, ça a un sens. Évidemment, celui qui réussira à trouver la faille dans la méthode de son adversaire aura plus de prestance, aura l'air plus intelligent, aura l'air meilleur, et donc forcément, vous serez plus apte à voter pour lui. Donc voilà, mais je veux dire, c'est l'une des raisons, hein, c'est pas que ça, c'est aussi évidemment une question d'argent, une question... Donc voilà, c'est pour ça que le Covid est autant surveillé en fait. Croyez-moi qu'un labo, s'ils peuvent se rendre compte que tel vaccin est en fait inefficace, ils seront les premiers à le montrer et à le souligner. Pour prendre l'exemple du professeur Raoult et de l'IHU Méditerranée, c'est typiquement ce qu'ils font tout le temps. C'est qu'ils n'arrêtent pas de dire « Mais regardez, il y a des failles là, il y a des failles là, il y a des failles là !» Et c'est comme ça, c'est ça leur business en fait. Parce que s'ils arrivent à prouver qu'il y a des failles, alors du coup les gens se tourneront vers leurs méthodes qui sont peut-être plus infaillibles si vous préférez. Bon, le problème de l'IHU Méditerranée, c'est que ils avancent des preuves qui n'en sont pas. Et ça, c'est le problème. Bref. On continue. Aussi, de nombreux faux positifs sont enregistrés comme des cas confirmés. C'est une affirmation prisée des milieux complotistes qui considèrent que la pandémie de Covid-19 est exagérée, voire inventée par les gouvernements pour asservir la population. Des experts ont déjà expliqué, notamment dans un article d'AFP Factuel, que les tests PCR sont globalement fiables et que les résultats faux positifs, ces tests qui se révèlent positifs alors que le patient n'est pas contaminé, sont extrêmement rares et liés en général à de mauvaises manipulations. Et d'ailleurs, les mauvaises manipulations, je ne sais pas du tout si c'est pris en compte dans le taux de fonctionnement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, un vaccin qui a 95% de chances de réussite, est-ce que les 5% de chance, on tient en compte le fait que peut-être que le gars, il va rater la veine ou que sais-je? J'en ai aucune idée. Si vous avez la réponse, comme d'habitude, les commentaires sont là. Les traitements efficaces comme l'hydroxychloroquine, utilisés dans le monde entier et en France sans ordonnance jusqu'en janvier 2020, ont été interdits. Plusieurs traitements pour lutter contre le Covid-19 sont recommandés par l'OMS comme le tocilizumab, le sarilumab ou la dexaméthasone. Désolé. D'autres traitements ont suscité ou suscitent de l'espoir au sein de la communauté scientifique comme l'hydroxychloroquine ou l'invermectine. Concernant l'hydroxychloroquine, elle a effectivement été interdite en France et déconseillée par l'OMS à la suite de 6 essais sur plus de 6000 personnes. L'Organisation mondiale de la santé indique que l'utilisation de l'hydroxychloroquine à titre prophylactique n'a eu que peu, voire pas d'effet sur la prévention de la maladie, des hospitalisations ou des décès dus à la Covid-19. Au Covid-19. La prise d'hydroxychloroquine à titre prophylactique contre le Covid-19 peut augmenter le risque de diarrhée, de nausées, de douleurs abdominales, de somnolence et de céphalée. Donc en fait, ça c'est très simple, hein. On fait une échelle en fait avantage-risque. Donc vous savez, il y a le fameux effet placebo. Donc l'effet placebo, c'est le fait de prendre un médicament aura un effet sur votre corps qui en fait va agir en conséquence. Et ça, je l'ai appris avec la drogue notamment, en fait.
le fait est que le corps, quand il prend des substances, il se prépare à les ingérer. Et donc, en fait, il essaye d'équilibrer tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a notamment qu'il y a l'effet placebo, mais aussi l'effet de dépendance. C'est qu'en fait, si par exemple, vous êtes dépendant à une drogue et que vous arrêtez de prendre cette drogue, eh bien, le cerveau, lui, va continuer à produire une substance pour équilibrer, en fait, la drogue que vous preniez. Et donc, c'est ça, en fait, la dépendance à une drogue. Et ce n'est pas le fait qu'on en ait envie. En fait, un drogué, il n'a pas envie de prendre de la drogue, il en a réellement, en fait, besoin. Et c'est ça la différence entre un drogué et... mince, je sais plus comment on appelait ça. Bref. Et un excès, simplement, par exemple. Bref. Et en fait... c'est ça qui est intéressant, c'est que l'hydroxychloroquine, effectivement, peut-être qu'elle a un effet. Voilà, comme vous le voyez, ils le disent, hein, n'a eu que peu, voire pas d'effet sur la prévention. Donc il y a des études où ça n'a pas eu d'effet, il y en a eu où ça en a eu un petit peu. Mais en fait, quand on dit que peu, ça veut dire qu'en fait, on a une marge qui me semble est de 30% ou en dessous de 30% de fonctionnement. Donc si ça a fonctionné sur moins de 30% des personnes dans les études, eh bien on considère que ça n'a pas d'effet en fait. Ça veut pas dire que ça n'a pas du tout d'effet, mais que si ça a de l'effet, c'est pas assez conséquent que pour que ça puisse être intéressant. D'accord ? Donc des vaccins, par exemple, hein, qui fonctionneraient que sur 30% des personnes, on les donnerait pas forcément, je crois. Je pense, hein. Si je dis pas de conneries, peut-être que pour les vaccins c'est autre chose. Je vous avoue que là, je suis en terrain miné. Je ne suis pas, je répète, hein, ce n'est que mon opinion et je me base sur ce que j'ai lu, mais ce n'est pas forcément vrai. Si vous voyez des choses inverses, n'hésitez pas à les partager. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en tout cas, l'hydroxychloroquine n'est pas assez intéressante pour guérir des patients du Covid-19. Et pire même, elle a des effets secondaires. Et c'est là qu'on fait une espèce d'échelle, hein. Donc on le fait aussi avec les vaccins, où on regarde en fait les bénéfices et les risques. Le vaccin par exemple, vous le savez, l'AstraZeneca mais aussi le Pfizer ont des effets secondaires, et certains qui ont tué des gens, on ne peut pas le nier. Mais on considère que comme c'est une frange extrêmement petite de la population, je crois qu'on parlait de 0,5%, un truc comme ça, même pas je crois, eh bien on considère que les bénéfices sont bien plus importants que les risques en fait, puisque le Covid a notamment une capacité de tuer bien plus grande que 0,5%. Et en fait, on fait ça avec tous les médicaments et toutes les méthodes en fait qu'on utilise. Par exemple, voilà, par exemple, je pense, hein, l'acupuncture, c'est une méthode qui n'a aucun risque, mais qui n'a pas de bénéfice non plus, si ce n'est l'effet placebo. Je crois que par exemple, hein, j'ai pris qu'un exemple, hein, ok, si vous pensez que l'acupuncture vous fait du bien, ou que l'acupuncture vous fait du bien tout court, hein, et continuez, hein, je suis pas là pour vous dire quoi faire ou pas, mais c'est juste un exemple, ok, mais pour dire que voilà, il y en a qui ont que des risques, il y en a qui ont que des avantages, enfin qui n'ont aucun avantage mais aucun risque, enfin bon bref, donc c'est ça qui est calculé. Et l'hydroxychloroquine maintenant, c'est prouvé que ça n'a malheureusement pas d'effet, et tout le monde aurait aimé, hein, ne croyez pas. Certains vaccins comme Pfizer et Moderna sont en réalité des injections géniques par ARN messager. Le terme injection génique n'est pas un terme scientifique, il est utilisé ici en faisant référence au terme thérapie génique et à la modification des gènes qui seraient induites par la vaccination avec les vaccins ARN messagers comme Pfizer et Moderna. Cependant, ce point de vue selon lequel les vaccins à base d'ARN modifient l'ADN des patients est erroné. Comme l'expliquent les décrypteurs de Radio-Canada, les vaccins ARN messagers ne sont pas de la thérapie génique, simplement parce que le matériel génétique qu'ils envoient disparaît assez rapidement et n'a pas la capacité de s'intégrer au génome d'un patient, qui est pour sa part composé d'ADN. Nos cellules ont d'ailleurs la capacité de distinguer l'ADN de l'ARN. Alors, justement, par rapport à tout ça, parce que j'en vois beaucoup qui s'inquiètent en fait de l'ADN messager, l'ARN pardon messager. Et en fait, ce que je peux dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'inquiètent et qui ont peur. Et je comprends totalement en fait cette peur. Je comprends totalement cette inquiétude parce que moi, dans mon entourage, j'ai fait face
à plusieurs personnes qui ont été inquiètes par rapport à la vaccination, par rapport au fait que les vaccins avaient été faits très vite, etc. Et en fait, je peux que inviter ces personnes à vraiment, mais alors vraiment, je pense que en fait, il faut s'informer à hauteur de nos peurs. Donc, par exemple, si vous avez peur ici de la méthode à ARN messager, allez lire les études, allez lire des vulgarisateurs scientifiques, mais des vrais, qui l'expliquent en long et en large, et pas que les détracteurs. Faites bien attention. Allez voir, si vous voulez, les détracteurs, hein, ceux que l'on appelle communément les complotistes. Allez les voir si vous voulez, mais allez voir aussi les réponses que l'on donne aux complotistes. C'est hyper important, vraiment, parce que c'est pas... Enfin, on peut pas se baser juste... il faut bien avoir conscience que c'est quand même une matière qui nous est hors d'atteinte. Et je pense que c'est vraiment important, en fait, d'aller... de consulter des personnes qui sont vraiment expertes dans le domaine et pas de juste se fier à sa logique. Parce qu'il y a plein de choses qui nous paraissent logiques, mais qui ne le sont pas pour autant. On me l'a encore rappelé il y a pas longtemps parce que j'avais commenté une publication sur Twitter et on pensait, voilà, on m'avait mal compris. Et du coup, on me l'avait souligné encore une fois qu'effectivement, ce n'est pas parce que ça paraît logique hein, que pour autant ça l'est. Il y a plein de choses qui sont contre-intuitives et il faut faire super gaffe. Donc il faut se méfier, mais je peux vraiment que vous conseiller. Parce que moi, voilà, les vaccins, je me suis pas, j'ai pas lu toutes les études, machin. Enfin, je vais l'admettre, j'ai lu des articles récapitulatifs et encore maintenant je les ai oubliés. Mais à l'époque, voilà, du coup j'ai confiance maintenant. Mais par exemple, moi qui ai peur des araignées, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, en fait, j'ai été voir les araignées sur Internet. Je les ai étudiées, en fait. J'ai vu lesquelles étaient dangereuses, lesquelles ne l'étaient pas, est-ce que elles existent dans nos pays ou pas, comment faire. Et en fait, et du coup, quand on va analyser ce dont on a peur, bah moi maintenant, voilà, j'ai enlevé une araignée tout à l'heure, quoi. Voilà. Pourquoi? Parce que je sais qu'en fait, bah, il y a 90% de chances que je me fasse pas piquer. Alors oui, il y a 10% de chances qu'elle me pique et que j'ai mal. Mais c'est parce qu'elle m'aura piqué que pour autant j'aurais eu tort de penser que 90% de chances qu'elle me pique pas. Et en plus, dans ce cas-là, avec les araignées, je vais pas mourir. On va pas se mentir. Donc voilà, bref, je pense que c'est quelque chose qu'on doit prendre comme réflexe. C'est plus on a peur de quelque chose, plus on doit s'y intéresser. Et notamment, moi, je l'ai fait avec le terrorisme, et ça m'a beaucoup aidé à comprendre le terrorisme, et je pense à l'appréhender différemment. Et bon, même si on a tous des biais et des peurs, hein, pas forcément envie de mettre les mains dedans, faut se sentir prêt, évidemment. Mais si vous vous sentez pas prêt à le faire, parce que ça vous fait, par exemple, trop peur, alors moi, je vous dirais, faites confiance en la science, faites confiance quand même je vais mettre des guillemets, mais au plus grand nombre, justement, hein, aux milliers de scientifiques qui estiment que le vaccin est une solution fiable. Et puis voilà quoi. Et vous vous renseignerez dès que vous pourrez, dès que vous serez totalement prêt à étudier. Bref, on continue. Au 3 avril 2021, l'Union européenne comptabilise 5 966 décès suite au vaccin. Cette affirmation est également erronée. Le nombre de décès rapportés dans la base des données de pharmacovigilance européenne, qui centralise les effets secondaires des vaccins contre le Covid-19, ne reprend pas que des décès dont le lien avec le vaccin est avéré. Il s'agit du référencement large de personnes qui sont mortes après avoir reçu le vaccin et dont un lien pourrait être fait avec la vaccination. Une personne peut toujours mourir après avoir reçu le vaccin de vieillesse par exemple. Certains de ces cas peuvent être comptabilisés plusieurs fois dans la base de données. En Belgique, sur 170 rapports concernant des décès, seuls 4 sont probablement liés au vaccin. Donc ça c'est même plutôt rassurant en réalité, hein, ce chiffre, parce que ça montre que dès qu'on a un doute, on essaye de l'encoder, d'accord? Mais c'est dès qu'on a un doute, et ce dès qu'on a un doute est important parce que le doute ne fait pas que ça veut dire que le vaccin est coupable de ça. Le doute dit juste, on a vu un potentiel lien, et voilà. Et si à un moment donné on remarque un problème plus général, on va aller voir dans ces rapports s'il y a des corrélations qui semblent se dessiner et si on peut en tirer des causalités. Voilà. C'est pour ça qu'on garde ces rapports, c'est pour ça qu'on garde ces chiffres et qu'on n'hésite pas à les bourriner, vous voyez? Que ce soit vraiment au moindre doute, quoi.
Parce qu'il vaut mieux en avoir trop de données que trop peu dans ce cas-là. Je pense, hein. Qui est Civitas qui signe le tract? Ces dépliants, ces affiches et autocollants qui dénoncent la dictature sanitaire ou la face masquée du coronavirus circulent en ce moment à Bruxelles. Ils ont circulé en avril dernier à Louvain-la-Neuve, mais aussi, selon le journal Résistance, qui observe l'extrême droite de très près, dans plusieurs communes de la province de Namur, à Bouges et Champion par exemple. Ils sont donc signés Civitas avec ce logo qui représente un cœur surmonté d'une croix. Cette association se présente, alors 9 likes, 3 commentaires, ils n'ont pas encore beaucoup d'influence. Hein. Cette association se présente davantage comme un lobby qui vise à influencer les décideurs publics dans le sens... Les décideurs dans le sens d'une société intégriste religieuse, détaille Benjamin Biard, chercheur au CRISP et spécialiste des mouvements d'extrême droite. Son objectif est de mettre fin à la laïcité de l'État français, puisque c'est d'abord en France que l'organisation se développe fin des années 90. C'est la branche politique de l'Église, de la fraternité Saint-Pie X, poursuit Manuel Abramovitch, coordinateur du journal Résistance. Ce mouvement religieux catholique a été fondé en 1970 par Monseigneur Marcel Lefebvre. Excommunié de l'Église par le Vatican en 1988 pour pratique révolue, cette Église poursuit seule sa croisade contre les fausses religions, juive, musulmane et protestante au sein d'infrastructures développées dans le monde entier à partir de sa capitale installée à Econ dans le Valais suisse, lit-on encore dans le journal Résistance. Cette église est en rupture avec Rome depuis le Concile Vatican II entre 62-65 que l'église en question considérait comme trop moderniste. Yes. Bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ici, on parle aussi de croisade contre les fausses religions. Hein. Et ça, c'est très important. Comme quoi, les croisades, il y en a toujours pour penser que les croisades sont encore au goût du jour. Hein. De groupuscule, Civitas évolue et devient un parti politique en 2016. Le mouvement gagne en visibilité en 2012 lors des manifestations contre le mariage pour tous. Et c'est aussi cette année-là qu'Alain Esqueda, un Belge, cadre du Front Nouveau de Belgique, issu d'une scission avec le Front National de Daniel Ferret, en devient le président. Il va donner une impulsion à cette formation politique pour essayer de la faire sortir de ce stade groupusculaire, des codes Benjamin Biard. Cela dit, Civitas est encore très marginal en France. Quelle valeur défend Civitas? Ses idées se situent clairement à l'extrême droite avec la théorie du grand remplacement qui avance que les populations immigrées musulmanes vont remplacer les populations blanches et chrétiennes, la volonté de procéder à une remigration des personnes étrangères. Civitas s'oppose aussi au multiculturalisme. Je comprends pas comment en 2021 on peut être encore contre le multiculturalisme. Enfin, je sais pas quoi. Moi, c'est vraiment un truc qui à chaque fois, je me dis, mais what the fork? Qu'est-ce qui se passe chez ces gens pour qu'ils se disent... Enfin bon, bref. Il s'agit donc bien d'une organisation d'extrême droite qui prône l'intégrisme religieux. Elle est bien ancrée dans la galaxie d'extrême droite sur les questions de société, elle est ultra-conservatrice, elle se positionne contre le mariage homosexuel, contre l'adoption par des couples homosexuels, contre l'avortement, rappelle Benjamin Biard. Civitas assène aussi un discours anti-système et utilise la pandémie actuelle pour se positionner. L'Institut Civitas dénonce d'ailleurs la campagne de vaccination. Civitas évoque sur son site web le nombre de péchés que consiste l'action de se faire vacciner. Il considère que ce serait participer à l'industrialisation du corps humain, épingle Benjamin Biard. En France, Civitas a aussi introduit des recours au Conseil d'État par rapport aux mesures de confinement et de couvre-feu pour dénoncer le fait que les fidèles n'aient plus accès aux lieux de culte. Et pour moi, les personnes souvent à la tête de ce genre de groupe, vraiment, ce sont des personnes qui manipulent. Et pour moi, la meilleure preuve, c'est qu'à chaque fois, à chaque moment de crise, ils vont en profiter pour essayer d'asséner des idées complètement révolues, complètement démontées, qui n'ont plus la cote en fait. Mais ils vont en profiter parce qu'il y a toujours des gens qui sont plus faibles, mais pas plus faibles négativement, plus faibles parce qu'ils se sentent mal, parce que leur vie ne roule pas bien. On a tous des moments de faiblesse dans notre vie. Et si on n'a pas de chance, on se rapproche de ce genre de groupe dans ces moments-là. Et ça, c'est vraiment un piège. Et je comprends l'énervement. La Tronche en biais avait fait justement une vidéo dernièrement aussi où il s'énervait sur les conspirationnistes. Et en fait, je le comprends vraiment. Si vous êtes conspirationniste, que vous vous rendez peut-être pas compte, c'est que le conspirationnisme, peut-être que pour vous,
ça ne vous fait pas de mal, hein. Peut-être que vous vous dites que c'est juste une manière, en fait, de mettre, allez, comment dire? De mettre votre esprit critique à l'épreuve, ou juste que vous vous posez des questions sur les vaccins, etc. Mais le problème du conspirationnisme, problème, hein, de ce qu'on appelle plus généralement le complotisme, eh bien, c'est que ça fait du mal à des gens. Il y a des gens vraiment qui sont désespérés dans la vie et qui du coup trouvent, au lieu de trouver des vraies personnes qui pourraient les aider dans leur vie, pour affronter parfois la dureté de ce qui leur arrive, eh bien, ils vont se rapprocher de ce genre de groupe et se radicaliser. Et du coup, en fait, ça ne peut pas ça ne peut pas leur faire du bien, en fait. Même momentanément, ça ne peut pas. Sans compter qu'en plus, souvent, à la tête de ces groupuscules, on a des gens qui sont là aussi pour profiter justement des personnes plus faibles, de leur argent, etc. C'est un peu comme, enfin voilà, ce sont comme des sectes, quoi. Alors je dis pas que Kivitas est une secte, je n'en sais rien, mais ce que je veux dire, c'est que souvent on retrouve un peu ce fonctionnement, et c'est vrai que c'est assez, enfin, c'est assez triste, quoi. Je trouve vraiment que c'est triste, et en fait, on se rend pas compte que du coup, j'invente, mais on pourrait avoir une grand-mère, par exemple, qui ne se vaccine pas et qui du coup, bah, met sa vie en danger, quoi, juste parce que il y en a qui veulent profiter de la naïveté d'autres. Voilà, et ça, c'est, je trouve, impardonnable. Pourquoi coller ces affiches à Bruxelles? Kivitas a donc collé des affiches et distribué des dépliants à Bruxelles. D'abord en l'illustrant avec des photos d'hommes et femmes politiques français, puis belges. Elle tend à se développer avec des campagnes de communication dans le cadre de cette crise sanitaire, observe Benjamin Biard du CRISP, à étendre son champ d'influence. Ramener vers l'extrême droite l'électorat conspirationniste. Pour Marie Pelletier, historienne et spécialiste du complotisme, l'extrême droite a mieux compris que les progressistes qu'il faut convaincre l'opinion. Se montrer dans l'espace public, c'est dans l'espoir d'attirer l'œil du citoyen. L'objectif, c'est de ramener vers l'extrême droite l'électorat conspirationniste, si l'on peut dire. Il fait de l'activisme tout simplement. Par ailleurs, ça peut être un indicateur que de plus en plus les extrêmes droites se coordonnent, se parlent, se rencontrent. D'autant plus que nous sommes à Bruxelles. Mais ce n'est qu'une hypothèse, avance Marie Pelletier. Cette démarche cadrerait avec le contexte, c'est un grand changement dans le logiciel de l'extrême droite ces dernières années. Elle est par essence nationaliste, l'internationalisme n'est pas dans son ADN, mais avec l'impulsion de Steve Bannon, les extrêmes droites ont compris qu'elles avaient un intérêt politique à s'allier. C'est ce que l'on a vu quand le Rassemblement national s'est allié avec l'extrême droite italienne. En 2024, il y a des élections, rappelle Manuel Abramovich, coordinateur du journal Résistance. Du côté flamand, il y a le Vlaams Belang, qui est une branche nationale catholique. Donc là, ils sont déjà implantés, mais du côté francophone et wallon, il n'y a plus rien, ou pratiquement plus personne, à l'exception d'un élu à Fleurus ou d'élus du Parti populaire. Ils veulent donc s'implanter. Reste que cette extrême droite reste ultra minoritaire en Belgique. Il ne faut pas minimiser, mais il ne faut pas non plus rentrer dans une dramaturgie ou dans un autre conspirationniste. Parce que cela nourrit la machine conspirationniste. Plus il y a de la théâtralité, de la mise en récit, et plus le conspirationnisme prétend casser et offrir un autre récit, prévient Marie Pelletier. Et voilà, bref, nous arrivons enfin à la fin de cet article, mais il me semblait vraiment extrêmement important. Il a des informations vraiment pour moi primordiales, hein, des informations qu'il fallait mettre en avant, d'où cette vidéo. J'espère que ça aura pour, je vais dire, les personnes qui étaient qui avaient le plus de questions et d'ouverture dans la vidéo précédente, j'espère que ça répondra à une partie de vos questions. N'hésitez pas évidemment à vous informer plus, n'hésitez pas à vous questionner avec nous, hein, si voilà, n'hésitez pas à aider les autres aussi en commentaire, hein, à ceux qui cherchent des réponses. N'hésitez pas à checker les commentaires pour voir si vous n'avez pas les connaissances pour pouvoir leur apporter des réponses, dans le respect s'il vous plaît bien sûr. Et puis sinon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager comme d'habitude. Et sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.